Hello, thank you for joining us. We begin our report with what will likely be the end for both of the federal criminal cases against President-elect Donald Trump. Special counsel Jack Smith filed two motions today. One was to end the case on how Trump handled classified documents after his first presidency, where prosecutors had been appealing a previous dismissal. The other was to dismiss the 2020 election interference case. Judge Tanya Chutkan, who is overseeing the case, has agreed to do so. Il arrive parfois que le fonctionnement régulier des institutions fédérales connaisse un revirement notable. Certaines décisions ne se distinguent pas par leur issue immédiate, mais parce qu'elles révèlent des limites et des mécanismes du système lui-même. Le 18 décembre 2025, la juge fédérale Tanya Chutkan, présidente du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, a rendu une ordonnance imposant à la défense de Donald Trump une obligation procédurale d'une rigueur exceptionnelle, présenter dans un délai de 5 jours calendaires un inventaire détaillé de tous les documents qui ont été retenus sous prétexte de privilèges, en précisant pour chaque élément les fondements juridiques exacts qui justifient leur non-remise au ministère public. Bien que cette exigence soit techniquement prévue dans les mécanismes juridiques dont dispose le tribunal dans les affaires pénales fédérales, elle n'est pas courante à ce niveau de détail et d'application immédiate, et a donc été interprétée comme une étape hors norme dans la conduite de l'affaire. La décision a été rendue dans le cadre de l'enquête sur le rôle de Trump et de ses plus proches alliés dans la tentative de renversement des résultats électoraux de 2020 et dans les événements qui ont abouti à l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Selon des sources présentes à l'audience, la décision a été rendue dans un langage direct, rédigé sans ambiguïté et rendu public immédiatement après sa lecture en séance plénière. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au résultat immédiat de la décision judiciaire. La réaction a été pratiquement instantanée dans les cercles les plus proches du président, les conseillers juridiques, les conseillers politiques et les anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche ont entamé des réunions parallèles et des évaluations internes sur le risque d'exposition des communications privées, des échanges de messages et des mémos non archivés, qui pourraient désormais être contraints à être divulgués sur ordre judiciaire. Selon des informations provenant des coulisses, les avocats liés à la campagne de Trump ont commencé à envisager la possibilité que leur propre stratégie de défense, basée jusqu'à présent sur le report des délais, l'invocation de la confidentialité et le refus de remettre des documents, ait atteint leurs limites fonctionnelles. Le changement de position de la Cour, incarné par la décision de Chutkan, renverse l'axe du récit juridique mené par l'équipe de Trump. Désormais, la charge n'incombe plus au ministère public de justifier la nécessité des documents, mais à la défense, qui devra justifier, avec précision, au cas par cas, pourquoi chaque élément doit rester caché. Le mécanisme mis en place par la juge est connu dans le système juridique américain sous le nom de Privilege Log, ou registre des privilèges. Il s'agit d'un instrument technique requis lorsqu'il y a allégation de confidentialité légale sur des documents potentiellement pertinents pour l'affaire. Bien que son utilisation soit courante dans les litiges civils et commerciaux, il est rarement exigé dans les actions pénales présentant un tel degré de spécificité, et surtout avec un tel délai de réponse. Selon la décision judiciaire, le document doit contenir pour chaque élément retenu la date de création, l'auteur original, tous les destinataires, une description succincte de son contenu, et la base juridique invoquée pour le privilège. Cette structure ne permet pas de réponse générique, ni la simple invocation de prérogatives larges, telles que le privilège exécutif ou le secret avocat-client. Elle exige une justification vérifiable. L'absence de l'un de ces éléments peut entraîner la perte du privilège et la divulgation immédiate du contenu à la partie accusatrice. Le ministère public avait signalé depuis des mois que la défense de Trump adoptait une attitude systématique d'obstruction indirecte à la procédure, retardant la remise des documents sous prétexte de leur complexité, de leur volume et de la nécessité d'un examen juridique approfondi. Cette stratégie, bien que prévisible dans le contexte d'une défense solide, était de plus en plus remise en question par les procureurs fédéraux, qui soulignaient une résistance récurrente des avocats du président à fournir des documents. La décision de Chutkan a été interprétée, dans ce contexte, comme une réponse à la perception que le temps et les procédures étaient utilisés non pas comme des instruments légitimes de protection juridique, mais comme une tactique délibérée visant à vider les preuves de leur substance. C'est en ce sens que cet épisode est désormais considéré comme une rupture institutionnelle. La Cour met fin au cycle de report et impose, sur la base des règles fédérales en matière de divulgation pénale, une exigence de transparence immédiate,
La réaction publique à cette ordonnance a également été significative. Des commentateurs juridiques de différents horizons idéologiques ont reconnu la force inhabituelle de cette décision. Dans des émissions en direct, des chaînes de télévision telles que MSNBC et CNN ont souligné le ton technique et sévère de la mesure, la qualifiant de tournant dans la position de la justice face à la stratégie procédurale de Trump. Même les analystes conservateurs, traditionnellement critiques à l'égard des actions en justice contre le président, ont reconnu que l'ordonnance de Chutkan était juridiquement fondée et que ses effets immédiats ne pouvaient en être ignorés. La répercussion s'est encore amplifiée après la publication intégrale de l'ordonnance dans le système fédéral des registres publics, permettant aux avocats, aux professeurs de droit et aux journalistes spécialisés d'analyser directement son libellé sans avoir recours à une intermédiation politique ou éditoriale. La décision a également suscité une réaction significative parmi les propres conseillers de Trump, selon des informations recueillies par des médias tels que le Washington Post et NBC News. Certaines des principales personnalités liées à l'élaboration des stratégies juridiques et politiques du président auraient entamé des consultations avec des avocats indépendants, en dehors du cercle central de défense. Ce mouvement, bien que non explicitement confirmé, a été interprété comme un signe que ces acteurs envisagent la possibilité d'une responsabilité individuelle pour les actions menées pendant la période faisant l'objet de l'enquête. La raison en est la portée de l'ordonnance. En exigeant la liste détaillée de tous les documents conservés, le tribunal ouvre la voie à la comparaison de communications auparavant considérées comme périphériques, telles que les SMS, les emails internes et les fichiers de travail, avec les témoignages déjà recueillis et d'autres preuves obtenues par le ministère public. La logique est claire. Si le contenu révèle des contradictions, des incohérences ou des indices d'une intention délibérée d'obstruction, les personnes impliquées pourraient faire l'objet de mesures d'enquête directes, voire de poursuites pénales autonomes. Il n'est donc pas encore possible de savoir combien de documents seront effectivement divulgués après l'exécution de l'ordonnance. Mais les analystes juridiques s'attendent à ce qu'une partie importante des éléments jusqu'alors protégés par des allégations génériques de confidentialité ne résiste pas à l'examen de la juge. En effet, selon la jurisprudence consolidée des tribunaux fédéraux des États-Unis, seules les communications directement liées à la consultation juridique ou à la formulation de politiques publiques dans l'exercice de la fonction présidentielle peuvent être protégées de manière solide. Les documents traitant de négociations politiques, de stratégies électorales, d'interactions avec des tiers ou de tentatives de renversement des résultats électoraux ne relèvent généralement pas du secret absolu. Ainsi, même si la défense parvient à maintenir la protection de certains éléments sensibles, il était probable que d'autres seront rendus publics dans les semaines à venir, modifiant ainsi le paysage politique et juridique autour du président. Un autre facteur qui rend cet épisode singulier est la visibilité de l'affaire, contrairement aux litiges précédents dans lesquels le contenu des documents litigieux restait opaque pour le public jusqu'au jugement final. L'ordonnance de Chutkan pourrait entraîner une divulgation progressive des informations dès la phase préliminaire. En effet, une fois incorporés au dossier sans acceptation de l'allégation de confidentialité, les documents font partie de la preuve et, sauf décision expresse de confidentialité ultérieure, deviennent accessibles à la presse et à la société. Le risque politique est évident si des mémos révèlent, par exemple, que des conseillers ont alerté Trump sur la fausseté des allégations de fraude électorale, et que malgré cela, le président a continué à promouvoir ce récit. L'argument de l'ignorance ou de la mauvaise orientation juridique perd tout fondement, et bien que ce scénario relève encore du domaine des possibilités, sa simple viabilité modifie déjà les calculs de risque de la défense. Au cours des dernières années, les litiges impliquant Donald Trump ont été marqués par une logique répétitive. Affronter toutes les accusations par un déni catégorique, multiplier les recours procéduraux, invoquer des privilèges et attaquer publiquement la légitimité des institutions concernées. Ce schéma semble toutefois trouver une limite face à l'ordre actuel, en fixant un délai, des exigences techniques détaillées et une responsabilité objective en cas de non-respect. La juge inaugure un type de confrontation judiciaire qui refuse la logique du report. Cet épisode n'est donc pas seulement une étape supplémentaire dans une procédure judiciaire en cours, mais un point de rupture dans la manière dont le pouvoir judiciaire traite les tentatives systématiques de vide procédural, dans les affaires pénales de grande complexité institutionnelle. À partir de là, la décision de Tanya Chutkan a été interprétée comme étant plus qu'une réponse isolée à un cas spécifique de résistance documentaire.
Sa position reflète une convergence institutionnelle plus large qui se dessine discrètement entre différentes instances du pouvoir judiciaire, du ministère public fédéral et même de certains secteurs du pouvoir législatif, dans le sens où elle vise à limiter l'utilisation excessive et systématique des allégations de privilèges par des personnalités publiques faisant l'objet d'une enquête. En particulier, l'affaire Trump sert de terrain d'essai pour l'application, à l'échelle nationale, de mécanismes visant à rétablir les limites entre confidentialité légitime et dissimulation stratégique. L'histoire récente de la Cour suprême des États-Unis, qui a rejeté des recours extraordinaires visant à protéger des documents de l'exécutif, a contribué à cette reconfiguration de la tolérance institutionnelle. C'est dans ce contexte que l'action de la juge Chutkan prend toute son importance. Nommée à la magistrature fédérale en 2014, forte d'une carrière consolidée en droit public et d'un historique de décisions techniques dans des affaires d'une grande complexité politique, Chutkan s'est forgé une réputation de rigueur argumentative et d'aversion pour la judiciarisation de la rhétorique politique. Dans des décisions antérieures, notamment dans le contexte des peines infligées aux accusés condamnés pour leur implication dans les événements du 6 janvier, elle avait déjà signalé qu'elle n'admettrait pas l'utilisation du procès comme instrument de délégitimation des institutions démocratiques. Son approche est marquée par l'accent mis sur l'intégrité de la procédure légale. Le procès ne peut être transformé en une scène de déclaration théâtrale visant à déplacer le centre du litige du domaine juridique vers celui de l'opinion publique. En exigeant un privilège log dans les termes imposés, la juge renforce cette logique. Chaque allégation doit être fondée sur des paramètres vérifiables, et non sur des récits politiques. D'autres acteurs institutionnels sont également entrés en scène. Le ministère de la Justice, par l'intermédiaire du groupe de travail spécial dirigé par Jack Smith, a adopté une stratégie coordonnée de documentation parallèle, recueillant des preuves par des voies détournées, tout en contestant judiciairement les blocages imposés par la défense. Les témoignages de collaborateurs proches, les registres obtenus par le biais de citations à comparaître indépendantes, et les communications obtenues auprès de prestataires de services technologiques constituent le corpus parallèle qui permet à l'accusation de confronter les allégations de privilèges avec les preuves déjà disponibles. C'est cette capacité de triangulation documentaire qui a étayé la thèse selon laquelle la défense de Trump utiliserait le secret, non pas comme une protection juridique légitime, mais comme un obstacle délibéré à l'établissement des faits. L'argument central est qu'il existe une différence entre la confidentialité institutionnelle et la résistance procédurale déguisée en droit. À partir de l'accumulation de ces preuves, le ministère public a commencé à faire valoir que les documents sous le couvert du secret pourraient non seulement contenir des éléments pertinents pour caractériser l'intention frauduleuse dans le comportement de Trump, mais pourraient également compromettre ses plus proches conseillers, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la stratégie de contestation électorale. Des noms tels que Stephen Bannon, Rudy Giuliani et John Eastman sont fréquemment mentionnés dans le dossier, non seulement en tant que témoins, mais aussi en tant que bénéficiaires potentiels des allégations de privilèges. Toutefois, pour que la défense puisse maintenir ces documents confidentiels, il faudra démontrer, avec une précision juridique, que ces acteurs agissaient effectivement dans le cadre d'une fonction juridique institutionnelle, et non pas seulement en tant qu'articulateurs politiques ou opérateurs tactiques d'un discours extrajudiciaire. Cette distinction, bien que subtile, est essentielle pour trancher l'affaire. Si la fonction exercée est qualifiée de politique, le privilège du secret est perdu. Si elle est reconnue comme technique et juridique, le privilège peut être préservé. En outre, la décision de la juge a des répercussions sur une autre instance institutionnelle, souvent sollicitée dans des affaires de cette nature, le comité d'éthique de la Chambre des représentants, qui suivait de près l'évolution de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir direct sur les procédures judiciaires, le comité est compétent pour recommander des sanctions politiques à l'encontre des membres élus qui auraient participé à des initiatives visant à entraver les enquêtes fédérales. À partir du moment où des documents jusqu'alors protégés sont rendus publics, il est possible de rouvrir des enquêtes internes qui avaient été classées sans suite en raison de l'absence de preuves externes. En ce sens, l'effet de l'ordonnance de Chutkan ne se limite pas à la procédure pénale principale, mais peut s'étendre à des instances parallèles de contrôle institutionnel et de surveillance politique. La dynamique de l'affaire attire également l'attention sur le rôle de la presse spécialisée dans la couverture juridique. Des médias tels que Politico, Lawfare, Just Security et Axios ont commencé à publier des analyses approfondies sur la stratégie de la juge.
signalant qu'il existe une lecture consolidée parmi les observateurs selon laquelle cette décision s'inscrit dans un effort plus large du système judiciaire, pour réaffirmer son autonomie face aux pressions politiques et médiatiques. Des commentateurs juridiques, tels que Laurence Tribe et Barbara McQuaid, ont souligné, dans des articles récents, que l'exigence du privilège lodge représente un instrument de contrôle procédural qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son caractère technique, a une dimension profonde. Il renforce l'idée que le pouvoir judiciaire n'est pas disposé à accepter que son autorité soit remise en cause par des subterfuges procéduraux. La construction de cette autorité est essentielle au maintien de la confiance institutionnelle, en particulier dans un contexte où des secteurs influents de la société se mobilisent contre la légitimité des tribunaux. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision de la juge a été accueillie avec une attention inhabituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau conflit technique entre l'accusation et la défense, mais d'un différent interprétatif sur le rôle des institutions démocratiques dans la lutte contre les stratégies, qui cherchent à tester les limites de la légalité sans nécessairement les enfreindre de manière explicite. La logique du report systématique, largement utilisée par la défense de Trump dans différents litiges, est ici confrontée à une structure de responsabilité juridique qui exige transparence, précision et rapidité. Il s'agit d'un renversement de la logique traditionnelle de l'impunité institutionnelle. Plus le pouvoir du défendeur est grand, plus le degré de contrôle exercé par le système sera exigeant. Dans ce sens, le pouvoir judiciaire agit non seulement en tant qu'arbitre technique, mais aussi en tant qu'entité qui cherche à préserver l'intégrité du système juridique face aux tentatives d'instrumentalisation. Cette fonction protectrice, bien que non explicitement déclarée, apparaît entre les lignes des décisions les plus récentes, non seulement de Chutkan, mais aussi d'autres juges fédéraux qui traitent des affaires liées au président. L'imposition de délais stricts, le refus des prolongations fondées sur des arguments génériques, et l'exigence de justification documentaire individualisée sont des manifestations de cette même logique. Limiter la marge de manœuvre procédurale afin de protéger la valeur de la procédure judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'une persécution judiciaire, comme le prétendent certains secteurs de la base trumpiste, mais d'une reconfiguration institutionnelle de la manière dont le système répond aux stratégies de délégitimation. Si ce type d'analyse vous aide à suivre plus clairement les mouvements institutionnels en cours aux États-Unis, pensez à vous inscrire. Notre objectif est d'offrir un contexte, une progression et un suivi responsable des faits. Un autre point qui mérite d'être souligné est le degré d'interdépendance entre les différentes affaires judiciaires impliquant Trump. La décision de Chutkan, bien que techniquement limitée au procès du 6 janvier, peut avoir des effets indirects sur des actions parallèles dans d'autres juridictions, tels que les procès en cours en Géorgie, à New York et en Floride. En effet, les documents révélés dans le cadre d'une procédure peuvent être utilisés comme preuve ou comme point de départ d'une enquête dans d'autres affaires, à condition que les procédures légales d'admissibilité soient respectées. Ainsi, même si la divulgation de documents n'est pas suffisante pour aboutir à une condamnation directe, elle peut fournir des indices qui réorientent des enquêtes au point mort, renforcent des arguments en cours d'élaboration ou contredisent des allégations publiques précédemment formulées par la défense. La nature même de la preuve documentaire impliquée renforce ce potentiel de contamination positive, contrairement aux témoignages qui dépendent de la mémoire, de la disposition du témoin et de la subjectivité interprétative. Les enregistrements écrits offrent une chronologie factuelle plus objective. Les dates, les expéditeurs, les extraits de conversation, les fichiers joints et les métadonnées composent un écosystème de preuves qui peut être confronté à des récits antérieurs, y compris aux déclarations publiques faites par Trump ou ses alliés. Ce recoupement permet, par exemple, de vérifier si les déclarations faites lors de conférences de presse ou sur les réseaux sociaux coïncident avec le contenu interne des messages échangés. Lorsqu'il y a disparité entre les deux versions, la valeur probante des documents est renforcée et le discours public peut être réévalué sous l'angle de la mauvaise foi. L'interprétation institutionnelle dominante n'est donc pas que nous sommes face à un cas isolé, mais à un épisode qui s'inscrit dans un processus plus large de tension entre les garanties juridiques de l'accusé et le droit collectif à l'intégrité du processus judiciaire. L'équilibre entre ces deux sphères est délicat, mais pas statique. Il s'ajuste en fonction du comportement des parties, de la qualité des allégations présentées, et de la volonté du système d'appliquer ses propres mécanismes internes de correction. Dans ce contexte, la décision de Tanya Chutkan apparaît comme un vecteur de réalignement. Elle rappelle aux parties
et au public que la procédure pénale n'est pas un territoire neutre où toutes les stratégies sont également valables, mais un espace régi par des règles qui visent à garantir à la fois le droit à la défense et l'efficacité de l'enquête. La décision judiciaire rendue par Tanya Chutkan a presque immédiatement marqué un tournant dans le débat sur les limites entre transparence et privilèges institutionnels dans le système politique américain. Bien que formellement limité à un aspect technique de la procédure pénale contre Donald Trump, l'exigence de présentation détaillée de documents sous prétexte de confidentialité a provoqué une réaction qui dépasse largement le cadre de l'affaire en question. Ce qui s'est révélé, dans les jours qui ont suivi la décision, c'est une controverse interprétative sur la signification de la mesure, ses précédents potentiels et surtout sur le rôle du pouvoir judiciaire face aux stratégies de dissimulation menées par des individus qui ont exercé, jusqu'à très récemment, des fonctions centrales et liant à la tête de l'État. La multiplicité des interprétations, loin d'affaiblir l'épisode, a consolidé son importance en tant que symptôme d'un défi plus profond. La difficulté structurelle des démocraties contemporaines à délimiter clairement jusqu'où va le droit à la protection institutionnelle et à partir de quand il se transforme en protection abusive. Parmi les analystes juridiques, un premier groupe s'est formé qui considère la décision avec pragmatisme technique. Selon ce courant, Chutkan aurait simplement réagi à une obstruction croissante dans la phase de collecte des preuves en adoptant une mesure compatible avec le champ de sa compétence. L'imposition de délais courts et l'exigence de justification individuelle pour chaque document prétendument protégé par le secret ne constitueraient donc pas une tentative de repositionnement du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, mais plutôt une application ponctuelle des instruments procéduraux à la disposition de tout magistrat. Pour ces observateurs, il ne faut pas surestimer la portée politique de la décision. Il s'agit d'un mouvement correctif guidé par des critères techniques qui visent à rétablir l'équilibre des forces entre l'accusation et la défense dans un procès marqué par une résistance systématique à l'exécution des ordonnances précédentes. D'autre part, un deuxième courant soutient que la mesure adoptée a une valeur symbolique indéniable et marque un tournant normatif. Dans cette lecture, l'action de la magistrate témoigne d'une volonté inédite, ou du moins peu fréquente, de s'opposer directement à l'utilisation stratégique des prérogatives par d'anciens dirigeants. L'exigence d'un inventaire précis, avec l'individualisation de chaque document retenu sous prétexte de privilège, représente, pour ces analystes, une tentative de rétablir des paramètres objectifs de responsabilité, même face à des personnalités publiques de très haut niveau. Dans ce contexte, l'affaire Trump servirait de terrain d'essai pour l'avenir de la responsabilité institutionnelle, un moment où le système judiciaire doit prouver qu'il est capable d'exiger la transparence, même de ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions de la République. La mesure serait alors moins une réponse à une impasse procédurale qu'une tentative d'établir une nouvelle norme d'exigence face à des situations où l'autorité était mobilisée comme bouclier. Il existe encore une troisième interprétation, de nature plus critique, qui attire l'attention sur les risques inhérents à la surcharge symbolique des décisions judiciaires dans des contextes de polarisation extrême. Pour les défenseurs de cette approche, même si l'ordonnance de Chutkan est juridiquement solide, son efficacité dépend de la manière dont elle sera interprétée en dehors de l'espace formel du procès. On craint que la mesure soit rapidement appropriée par des discours politiques concurrents, qui l'exploiteront non pas sur la base de ses mérites juridiques, mais en fonction de son utilité stratégique. Cette instrumentalisation de la justice, même lorsqu'elle découle d'une décision légitime, peut compromettre la perception publique de neutralité et approfondir la méfiance à l'égard des institutions. La responsabilité en ce sens ne réside pas seulement dans le contenu de la décision, mais aussi dans sa réception politique, et dans la manière dont elle sera absorbée par un environnement déjà saturé de discours conflictuels. Quelle que soit l'interprétation qui finira par s'imposer, les experts s'accordent sur le rôle central que les prochaines actions de la défense joueront dans la configuration du scénario. Si l'équipe de Trump choisit de se conformer entièrement aux exigences, en remettant le privilège log dans les termes définis, le processus passera à une nouvelle étape d'analyse minutieuse des documents, avec des possibilités concrètes qu'une partie d'entre eux soit communiquée au ministère public. Cette avancée pourrait élargir considérablement l'ensemble des preuves. Toutefois, si la défense maintient sa résistance, en invoquant la complexité technique ou en cherchant à élargir la marge de confidentialité, elle pourrait faire l'objet de sanctions formelles. Ces sanctions peuvent aller d'avertissements et d'amendes à des mesures limitant l'action procédurale de la défense elle-même, ce qui créerait un scénario d'usure croissante, non seulement juridique, mais aussi politique.
Il existe en outre la possibilité que la défense fasse appel de la décision, en tentant d'en neutraliser les effets par le biais d'instances supérieures. Cette alternative, bien que juridiquement valable, se heurte à des obstacles considérables. Les cours d'appel fédérales ont montré, ces dernières années, une faible disposition à intervenir dans des délibérations bien fondées concernant la phase de découverte des preuves. La tendance dominante est de respecter l'autonomie décisionnelle des juges de première instance, en particulier lorsqu'ils agissent dans des limites juridiques clairement établies. Ainsi, même si l'appel est déposé, son acceptation n'est pas considérée comme probable par les observateurs expérimentés. En dehors des tribunaux, cet épisode a suscité d'importants débats dans les milieux universitaires juridiques. Les spécialistes du droit constitutionnel et des institutions démocratiques ont commencé à utiliser cette affaire, comme exemple des tensions latentes entre prérogatives et transparence. Selon ces experts, l'enjeu est la survie d'un principe fondamental de l'état de droit, celui selon lequel personne, quelle que soit la hauteur de sa fonction, n'est au-dessus de l'obligation de répondre à des poursuites légitimes. Dans ce contexte, le recours récurrent à des allégations de confidentialité devient problématique, surtout lorsqu'il est utilisé de manière systématique pour empêcher l'avancement des enquêtes. Le débat ne porte donc pas seulement sur la portée d'un privilège, mais sur l'intégrité même du modèle de responsabilité dans les régimes démocratiques matures. Au sein du pouvoir judiciaire, la décision de Tania Chutkan sert également de baromètre institutionnel. Si elle est respectée et produit les effets escomptés, elle pourra servir de modèle pour la conduite de procédures similaires à l'avenir. Les juges d'autres États, constatant l'efficacité de cette mesure, pourraient adopter des positions similaires face à des stratégies dilatoires. Cependant, ce changement possible de culture procédurale n'est pas sans défi. Le risque existe qu'une adoption plus large de mesures de ce type entraîne une escalade des recours, mettant encore plus de pression sur un système déjà surchargé. L'ambiguïté est évidente, le renforcement des instruments de contrôle peut, paradoxalement, produire des effets secondaires qui affectent le fonctionnement même du système. Sur le plan politique, les répercussions de la décision commencent à se dessiner dans plusieurs directions, alors que la base la plus fidèle à Trump reste ferme dans son discours de persécution. Des signes d'inquiétude apparaissent parmi les secteurs plus modérés de l'électorat conservateur. La perception qu'il y a une volonté de cacher des documents, en particulier dans une affaire d'une telle importance, peut entraîner une érosion discrète du soutien, surtout parmi ceux qui apprécient les institutions fortes et les règles claires. La logique symbolique même du refus, selon laquelle celui qui n'a rien à craindre n'a rien à cacher, opère de manière silencieuse, mais puissante, dans les coulisses de l'opinion publique. Et si les documents éventuellement divulgués révèlent des contradictions entre les discours publics et les registres internes, les dommages pourraient être importants, y compris en termes électoraux. Pour l'instant, le scénario reste ouvert. La décision de Chutkan a imposé une redéfinition du rythme de la procédure et a créé un véritable impasse stratégique pour la défense. Collaborer pleinement peut représenter un risque juridique élevé. Résister, en revanche, peut aggraver l'usure politique et institutionnelle. Dans ce contexte, le pouvoir judiciaire continue d'avancer avec prudence, conscient qu'il évolue dans un terrain miné, où chaque décision peut être transformée en argumentaire par différents acteurs. La manière dont cet équilibre sera maintenu déterminera dans une large mesure la solidité du système de responsabilisation à un moment historique décisif. Il est encore trop tôt pour prédire quels documents seront remis, lesquels resteront protégés, et comment leurs éventuelles révélations influenceront le processus électoral. Mais on peut affirmer, avec une certitude raisonnable, que l'ancienne dynamique de procrastination a trouvé un point d'interruption. L'ordonnance de la juge a non seulement établi un nouveau niveau d'exigence procédurale, mais elle a également replacé le pouvoir judiciaire au centre d'un débat crucial pour l'avenir institutionnel des États-Unis, celui de la manière dont une démocratie gère la persistance du pouvoir, même après qu'il a officiellement pris fin. Et la réponse qui sera apportée sera observée et exigée par toute une génération qui n'accepte plus les zones d'impunité déguisées en prérogatives.